va plus loin, présent avec Niagali Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour et très bonne année Niagali. Bonne année. Anne Corpé est également à mes côtés, chroniqueuse internationale France 24. Bonjour Anne. Bonjour. Au sommaire, la comparution très attendue de Nicolas Maduro devant un tribunal new-yorkais. Sans surprise, le président déchu du Venezuela plaide non coupable, poursuivi entre autres pour narcoterrorisme. Lui dénonce un enlèvement par l'armée américaine. Et puis la justice iranienne, elle tente de dissuader les manifestants. Aucune indulgence à attendre après les déclarations du guide suprême pendant le week-end. L'ayatollah Khamenei qui appelait à remettre à leur place les émeutiers. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est une nouvelle image saisissante, 2 jours après sa capture en plein Caracas par les soldats d'élite de la Delta Force et les hommes de la DEA, l'agence antidrogue américaine. Nicolas Maduro est apparu à nouveau menotté, les bras entravés, cette fois dans l'enceinte d'une cour de justice, le tribunal fédéral du district sud de New York, celui qui jusqu'à vendredi encore exerçait les pleins pouvoirs sur son pays, le Venezuela, se retrouve donc désormais traité comme un vulgaire criminel aux côtés de son épouse Cilia Flores, accusé de narcoterrorisme, trafic de drogue vers les États-Unis et de détention d'armes automatiques. Il encourt la prison à vie. Émilie Musset, vous êtes à New York pour France 24. Le dossier à charge contre Nicolas Maduro est lourd. Oui, alors c'est un dossier particulièrement lourd. Donc le dossier ouvert depuis 2020 par les États-Unis à l'encontre de Nicolas Maduro a été revisité. Il est accusé donc de trafic de drogue, de conspiration narcoterroriste et de trafic d'armes. Il a plaidé non coupable tout à l'heure, s'exprimant en espagnol. Il a rappelé être un honnête homme et s'est dit toujours président de son pays. Cilia Flores, quant à elle, est également poursuivie pour trafic de cocaïne. Je suis complètement innocente, a-t-elle déclaré. Tous les deux sont également soupçonnés de s'être enrichis personnellement grâce au trafic de drogue. À l'audience, leurs avocats ont annoncé se préparer à une bataille procédurale lourde. L'avocat de Maduro, Barry Polak, connu pour avoir défendu Julian Assange, a affirmé que son client bénéficiait de l'immunité présidentielle liée à son statut. L'avocat de Cilia Flores, lui, a attiré l'attention de la Cour sur les blessures visibles. Elle portait notamment plusieurs bleus. Le juge a ordonné qu'elle bénéficie de soins appropriés. À l'issue de l'audience, ils ont été retransférés au centre de détention fédéral de Brooklyn. La prochaine audience est prévue pour le 17 mars. Décrivez-nous un peu l'ambiance, Émilie, à New York et autour du tribunal. Alors, l'ambiance est très tendue aujourd'hui avec un très important cordon policier déployé tout autour du tribunal dans les rues adjacentes. On a assisté tout à l'heure à des altercations entre deux camps. D'un côté, les défenseurs de l'action de Donald Trump se disant très satisfaits que Nicolas Maduro soit en prison. De l'autre côté, bien sûr, ceux qui déplorent l'action américaine au Venezuela avec des pancartes comme Hands Off Venezuela et No War in Venezuela, pas de guerre américaine au Venezuela, États-Unis bat les pattes. Une illustration supplémentaire de l'extrême tension politique entourant cette arrestation et cette toute première audience. Ah oui, vous restez avec nous, Émilie Musset. Anne Corpé, il y a d'abord cette accusation de narcoterrorisme qui justifierait à elle seule l'interpellation du dirigeant vénézuélien dans son pays. C'est en tout cas le chef d'inculpation sur lequel s'appuie aujourd'hui l'administration Trump pour justifier son coup de force extraterritorial. Oui, alors c'est l'un des 4 chefs d'inculpation et c'est le plus grave. Il encourt, Nicolas Maduro, la prison à vie. Dans le dossier d'accusation qui fait 25 pages et qui a été publié samedi, il dit que le dirigeant vénézuélien a utilisé son autorité acquise illégalement, on en reparlera, pour transporter des millions de tonnes de cocaïne aux États-Unis, des milliers, pardon. Ça, c'est la théorie que défend l'administration Trump depuis des mois, mais en réalité, ça va être difficile à étayer parce que, d'après les experts, le rôle du Venezuela dans le trafic de drogue vers les États-Unis est plutôt secondaire, avec seulement 200 à 250 tonnes par an qui transitent par le pays et
majoritairement à destination de l'Europe et non pas des États-Unis. Ça représente environ 10% du trafic mondial global. Donc c'est une accusation qu'il va falloir étayer avec des faits et cela ne sera pas facile. D'ailleurs, ce dossier d'accusation dans son ensemble semble un petit peu flou, comporte en tout cas des zones de fragilité. Oui. Un problème, si Nicolás Maduro a été emmené de force sur le territoire américain, il bénéficie, c'est une règle coutumière du droit international, Nyagale Bagayoko, d'une immunité que lui confère son statut de chef de l'État. Alors, la question qui se pose manifestement est de savoir s'il s'agit d'une immunité au titre du statut de chef d'État ou d'une simple immunité diplomatique. Parce que certains arguent du fait que Nicolás Maduro est un leader illégitime parce que précisément, il n'est pas reconnu par la plupart des autres États de la communauté internationale. En revanche, son immunité diplomatique est, quant à elle, forcément garantie, ce qui rend d'autant plus fragile, comme vous l'indiquiez, Anne, cette mise en accusation devant une juridiction extraterritoriale à son propre pays. Et à cela s'ajoute, comme le disait Anne, les doutes réels sur l'implication de l'État vénézuélien dans le trafic de drogue à destination des États-Unis. Alors oui, parce que lorsqu'on parle... Alors d'abord, il y a cette notion qui n'est pas caractérisée de narcoterrorisme. Alors il y a de très nombreuses interventions américaines, bien avant Donald Trump, qui ont toujours été menées au nom de cette lutte contre le terrorisme, mais faire un lien entre narcotrafic et terrorisme est quelque chose d'extrêmement périlleux, ça c'est un élément. Et par ailleurs, le problème de la drogue réelle aux États-Unis touche bien sûr à la question de la cocaïne, dont il n'est pas établi qu'elle provienne majoritairement du Venezuela, mais aussi du fentanyl, où il n'y a manifestement aucune responsabilité de Nicolás Maduro. Il y a eu de très nombreux cas d'overdose récemment aux États-Unis dans lesquels il est très difficile de dire que le président vénézuélien est impliqué à titre personnel. Et sur l'immunité, il faut dire qu'en droit international, un président en exercice jouit d'une immunité absolue devant les juridictions des autres États et que ça ne pas devant la CPI, c'est la Cour pénale internationale. Et ça ne dépend pas de la reconnaissance de la légitimité du pouvoir par un pays ou par un autre. Mais aux États-Unis, il y a le cas Noriega qui fait jurisprudence, puisque c'était il y a 36 ans. Alors lui n'était pas arrivé au pouvoir à l'issue d'élections, même si les élections qui ont porté Maduro au pouvoir sont largement contestables et sont contestées. Et aux États-Unis, les tribunaux s'en remettent souvent à l'exécutif sur ce sujet, c'est-à-dire que si l'exécutif dit ce n'est pas un chef d'État, les tribunaux se rangent à cet avis. Mais on voit bien, et on l'a vu devant le Conseil de sécurité cet après-midi, que les Américains insistent bien sur le fait que Nicolás Maduro n'est pas chef d'État. C'est ce qu'a répété, c'est ce qu'a martelé Mike Waltz cet après-midi. Et oui, devant le Conseil de sécurité à New York toujours, où s'est réuni sur cette question à la demande de la Colombie, ce Conseil de sécurité. Émilie Musset, comment ont réagi les membres du Conseil ? Les membres du Conseil ont montré des positions divisées, mais l'ONU a condamné fermement ce raid américain par la voix de Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe. Elle a déclaré que le raid mené par les États-Unis avait violé le droit international et risqué de déstabiliser davantage la région. Caracas avait demandé au Conseil de condamner sans équivoque ce recours à la force, qualifiant le 3 janvier de date d'une profonde gravité historique pour le Venezuela, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. De leur côté, les États-Unis ont assumé pleinement leur action par la voix de Mike Waltz. Ils ont rejeté toute accusation d'occupation. Nous n'occupons pas de pays, a martelé l'ambassadeur américain. Mais pour les Nations Unies aujourd'hui, le message est clair. Le droit international doit être respecté, même face aux crimes transnationaux, au risque de créer un précédent très lourd dans le droit international. Merci Émilie Musset, vous étiez en direct de New York pour France 24.
Et ce qui frappe, c'est la teneur de certaines réactions ici même en Europe. L'Allemagne et la France ont d'abord salué le départ forcé de Nicolás Maduro. Ils y voient un coup porté à la dictature chaviste. Emmanuel Macron a tout de même fini par tempérer son enthousiasme en déplorant aujourd'hui en Conseil des ministres la méthode employée par les États-Unis. Écoutez la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. D'une part, nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Deuxièmement, le départ de Maduro est une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien. C'est un dictateur qui a confisqué sa liberté au peuple vénézuélien et qui a volé les élections de 2024. Niagalé Bagayoko, face aux actions unilatérales de Washington, ça a encore un sens d'évoquer le droit international? Est-ce qu'on n'en est pas réduit finalement aujourd'hui pour être efficace à aller là où nous guident nos intérêts? Non, je pense que ça a encore un sens et que ça doit le conserver. Il faut rappeler pourquoi on considère que le droit international est violé. C'est parce que la charte des Nations Unies considère que le recours à la force doit être prohibé dans les relations entre États, à deux exceptions près. D'abord, la légitime défense et d'autre part, l'autorisation d'une intervention par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'a pas été le cas. Par ailleurs, cette intervention, cette capture de Nicolás Maduro intervient après toutes les attaques qui ont été menées contre des navires supposés ou accusés de transporter de la drogue. Et ça aussi, ça s'est fait en violation du droit international, cette fois-ci en violation des conventions de Genève de 1949. On peut bien entendu considérer que c'est le recours à la force, la loi du plus fort, qui doit continuer à prévaloir. Mais on sait que cet aventurisme interventionniste a eu des conséquences extrêmement lourdes, parce que ce que fait Donald Trump en réalité n'a absolument rien de nouveau. Il renoue avec une tradition américaine, celle notamment de l'époque des deux présidents Bush successifs, qui ont eu pour effet un bouleversement de l'ordre international et la création d'États véritablement faillis et incapables de se relever après l'intervention des Américains, quand bien même ils étaient précédemment dirigés par des dictateurs. Mais dans le cas précis, il faut quand même rappeler que le régime du Venezuela n'est pas tombé. C'est-à-dire que le président, disons le dirigeant vénézuélien et sa femme ont été kidnappés par les États-Unis et vont donc faire l'objet d'un processus judiciaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? La vice-présidente prêter serment comme présidente par intérim. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant du Venezuela affirmait que les institutions fonctionnaient toujours parfaitement bien, que l'intégrité du territoire restait totale et entière, et que le pays, en fait, le régime chaviste est toujours en place. Et Donald Trump semble s'en accommoder. Il a dit qu'il était prêt, finalement, à faire affaire avec cette nouvelle présidente par intérim, qui n'est d'autre que la sœur du président de l'Assemblée nationale. Et en gros, si elle se plie aux exigences de Donald Trump, il s'en contentera parfaitement. Oui, alors cet élément est absolument fondamental parce que c'est tout le calcul de Donald Trump et sans doute ce qui distingue cette intervention des interventions précédentes. C'est-à-dire que le prétexte démocratique n'est absolument pas mis en avant. Il ne s'agit pas de restaurer la démocratie. D'ailleurs, le fait que Maria Corina Machado la prix Nobel de la paix a été évoquée, mais en des termes assez méprisants, en considérant qu'elle ne représentait absolument pas la volonté populaire. De même pour le candidat malheureux aux élections, Edmundo González. Donc, en effet, il semble que ce que recherche Donald Trump, c'est plutôt un gouvernement par procuration, puisqu'il affirme vouloir gouverner le Venezuela, mais pas nécessairement en renversant le régime, mais en lui demandant de se conformer à ses directives et
avant tout aux intérêts américains tels qu'il les définit. De ce point de vue-là, les premiers mots de Delcy Rodriguez se disant prête à coopérer avec Washington vont plutôt dans le sens voulu par Donald Trump, Anne Corpet? Oui, en fait, même Nicolas Maduro, il y a quelques jours, dans une interview qu'il a donnée depuis sa voiture, disait être prêt à ouvrir son pays aux entreprises pétrolières américaines. Bon. Sauf que Nicolas Maduro incarnait vraiment une figure dont Donald Trump voulait se débarrasser. Et Marco Rubio aussi, son secrétaire d'État, d'origine cubaine, faut-il le rappeler, les deux faisaient une vraie fixation sur la personne de Nicolas Maduro. Mais il l'a dit clairement, le président américain, ce qu'il veut, c'est pouvoir mettre main basse sur le pétrole, les ressources immenses pétrolières du Venezuela. Les yeux sont déjà tournés vers d'autres pays, après le Venezuela, la Colombie, Cuba ou qui sait même le Groenland. Autant de cibles qu'a évoqué hier Donald Trump à bord d'Air Force One. Écoutez. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est un endroit absolument stratégique. À l'heure actuelle, le Groenland est couvert par les navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et je peux vous dire que le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Niagale Bagayoko, ça vous semble possible de voir Donald Trump s'en prendre au Groenland? Le Danemark, les pays européens devraient s'y préparer? Alors, il semble que Donald Trump met à exécution les menaces qu'il profère. Ça, c'est quelque chose que l'on doit lui reconnaître.